d'aller dégrader. On a un climat pré-insurrectionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la chienlit en France. On pourrait parler de bordel, mais c'est plutôt la chienlit parce qu'en fait, l'ordre de l'État, l'autorité de l'État est bafouée à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui attaquent des biens publics. Quand vous attaquez des biens publics, vous attaquez aux biens de tous les Français. Parce qu'au final, qui va payer les biens publics et qui va payer la réparation des biens publics? Ça va être les contribuables français. Ça ne va pas être Emmanuel Macron qui va payer la réparation. Ça ne va pas être Gérald Darmanin, ça ne va pas être Elisabeth Borne. Donc ça va être tous les Français qui vont payer pour réparer la mairie de Bordeaux, la devanture de la mairie de Bordeaux. Ça va être le contribuable français ou les contribuables locaux qui vont payer pour toutes ces dégradations. Et donc au final, on peut se poser la question sur les manifestants. Est-ce qu'ils ont raison de faire ça pour faire passer leur message? Moi, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Lorsque vous manifestez de manière pacifique, eh ben, ils ont réussi à contraindre quasiment Emmanuel Macron quasiment dans ses cordes. Il était obligé d'utiliser le 43 pour faire passer sa réforme. Donc au final, la méthode Berger est plus efficace que la méthode France Insoumise d'instaurer une ZAD à l'Assemblée nationale. Et en tout cas, on peut plébisciter plutôt la première type d'action plutôt que la deuxième. Maintenant, on arrive sur le deuxième point. Je pense que c'est ça le point essentiel. Comment on arrive au point auquel Emmanuel Macron est incapable d'assurer l'ordre et la sécurité dans ce pays? Vous l'avez très bien rappelé, il avait promis en élection présidentielle 2022, il avait dit face à Mélenchon et face à Le Pen, élisez-moi ou ce sera le chaos. Au final, on n'y est pas loin au chaos. Dans la mesure où l'autorité de l'État est attaquée. Vous avez des personnes qui sont de moins en moins en sécurité. Vous avez Paris qui est une des villes les plus sales du monde désormais, même si les poubelles ont été ramassées de plus en plus. Vous avez la sécurité des biens qui est visée. Vous avez la sécurité des personnes qui est visée aussi. Vous êtes dans un contexte d'ultra-violence. Vous avez une partie de la population qui est de plus en plus radicalisée. Vous avez des scènes de guerre à Sainte-Soline. Vous avez des militants écologistes qui viennent quasiment comme des terroristes pour essayer de casser des bassines ou pour attaquer des policiers. Et donc, quand vous arrivez dans ce type de situation, est-ce que vous êtes en France, 6e puissance mondiale, ou est-ce que vous êtes un pays d'Amérique latine ou un pays du tiers-monde? Et de plus en plus de Français se posent la question. On a voulu éviter le tiers-monde en faisant barrage à Marine Le Pen. En tout cas, c'est ce qu'une grande majorité de Français ont fait. Et au final, ils n'ont pas Marine Le Pen, mais ils ont quand même le tiers-monde. Nous sommes le 1er avril. Mais c'est quasiment des scènes de guérilla. Quand vous avez des personnes qui viennent manifester avec des machettes, des haches, comme il l'a dit, avec des boucliers, etc., c'est quasiment, vous voulez venir faire la guerre aux policiers. Donc vous venez pour casser du flic. Vous n'êtes pas pour manifester, pour aller vous battre pour les droits écologiques. Parce que cette manifestation à Sainte-Soline qu'il y a eu la semaine dernière, elle était récurrente. Il y a quelques mois, on a eu la même manifestation à Sainte-Soline, auquel ils ont essayé de casser, ils ont essayé de dégrader des biens. Moi, je pense qu'il faut les appeler par leur nom. Quand vous venez manifester au nom d'une idéologie, vous êtes un terroriste. Et vous utilisez la violence pour utiliser un message politique. C'est-à-dire que quand vous prenez toutes les définitions, et donc du coup, les forces de l'État doivent les qualifier comme telles. Et si par cas ce sont des terroristes, on peut les appréhender de manière préventive. Si on l'a fait pour les pauvres gilets jaunes, est-ce qu'on ne peut pas le faire pour les manifestants écologiques, c'est tous les Black Blocs? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une clémence à l'égard de la violence de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche? Pourquoi est-ce qu'on est plus dur envers les Gilets jaunes? On se rappelle des scènes, on avait envoyé des chars, en tout cas des blindés dans Paris, sur les Champs-Élysées, etc., pour attraper des Gilets jaunes, c'est-à-dire la classe moyenne qui venait manifester. Et on n'est pas capable d'attraper des types qui viennent avec des machettes, des haches, des cocktails Molotov, etc. Enfin, on arrive sur une scène auquel ça fait rappeler plutôt un jeu vidéo comme GTA, plutôt qu'à la République française. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et moi, je pense, et c'est mon point essentiel, si Emmanuel Macron doit assurer l'ordre républicain, il est censé incarner le parti de l'ordre depuis les Gilets jaunes. Il n'est pas capable de pouvoir attraper 1000 types, des enfants de bourgeois qui viennent uniquement casser du flic parce qu'ils ont un passe-temps le week-end. Ça devient complètement n'importe quoi. Et si par cas Emmanuel Macron n'est pas capable d'assurer l'ordre républicain, qu'il n'est pas capable de tenir des manifestations, qu'il n'est pas capable d'assurer l'économie, à quoi il sert concrètement? Et c'est pour ça qu'il baisse dans les intentions de vote et c'est pour ça qu'il baisse en code de popularité. Moi, je pense que Emmanuel Macron doit avoir un avantage, il avait été élu pour ça, c'est pouvoir reprendre la main. Si vous voulez reprendre la main, il y a 3 priorités. L'inflation et le pouvoir d'achat des classes moyennes. 2, c'est assurer l'ordre dans le pays. Et 3, c'est dessiner une perspective pour les 10 années à venir. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 4 années de mandat? Attends au moins l'un des 3 aujourd'hui. Non, on n'a aucun des 3. On n'a aucun des 3. Et ce n'est pas les interviews à Pif Budget ou à Playboy qui permettent de dessiner une perspective. Et pourquoi est-ce que les Français sont prisonniers d'un choix tel que celui-ci, entre un gouvernement qui est incapable d'agir? Parce que le but d'un gouvernement, Thomas Carlini parlait de la réforme constitutionnelle. Le seul avantage de la Ve République, c'est de pouvoir mettre au pas le Parlement pour que le gouvernement puisse agir. La Ve République n'a de sens que si le gouvernement est dans l'action. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir constitutionnel qui est le plus grand pouvoir élargi de tous les régimes démocratiques. C'est-à-dire que le président de la République a le plus de pouvoir constitutionnel. Il est capable de décréter l'état d'urgence, il est capable de décréter l'état de siège. Et face à tous les outils constitutionnels qu'il a, des policiers qui sont vaillants et qui sont courageux, des effectifs de gendarmerie qui sont de la même façon. Il n'est pas capable de stopper chacun des week-ends
1000 personnes et 1000 black blocs qui débarquent en tenue noire, auxquels chaque service de renseignement dit au préalable de toutes les manifestations, il y a 1000 personnes qui vont venir. Il y a 1000 à 1500 personnes qui viennent. À chaque fois à Bordeaux, à Paris, à Sainte-Soline, on sait toujours que ce sont les mêmes et on n'est pas capable de les attraper depuis 4 ans. Donc beaucoup de Français se posent des questions. Et quand William T. Pas besoin d'envoyer l'armée. On a envoyé le GIGN, etc. Ils ont très bien attrapé des terroristes. Donc pour ces personnes-là, c'est des questions d'instruction. Quand vous envoyez la gendarmerie dessus, ils sont là pour faire bloc et subir les coups. Ils sont là pour recevoir des cocktails Molotov, des pierres, etc. Moi, je pense que c'est une question d'instruction à leur donner. Moi, je pense que les instructions à leur donner, c'est d'aller dans le tas et d'aller attraper tous ces black blocs. Et oui, je pense qu'il faut le faire. Oui, parce que c'est ce qu'on a fait. Mais non, c'est ça, on les envoie comme du bétail, aller tenir une position. Moi, je pense qu'il faut changer de tactique, non pas qu'ils tiennent la position, mais qu'ils puissent attraper les black blocs. Et puis à chaque fois, on fait jamais le bilan. Je crois que c'est, Georges, tu le rappelais la semaine dernière, on ne fait jamais le bilan des interpellations. Combien de personnes ont été attrapées sur les 1000 à 1500 personnes? Combien de personnes ont été William T. Aucune. Combien de personnes ont été inculpées et combien de personnes ont reçu des condamnations effectives? Et je pense que c'est ça le point essentiel. Si par cas vous dites à la gendarmerie, vous sortez, vous les attrapez et je ne veux plus les revoir dans les prochaines manifestations et vous changez de doctrine, je pense que la gendarmerie comprendrait pourquoi ils sont envoyés là-bas et non pas pour servir de bétail, uniquement pour protéger une bassine. On se retrouve. Je pense que ça se justifie. Je pense que ça justifie en raison de ses prises de position récentes, non pas à cause de son parcours, qui est plutôt honorable, mais moi je trouve que c'est compliqué dans une société fracturée, auquel une partie de la jeunesse d'origine immigrée, quand vous faites votre collège et votre lycée public dans certains quartiers et que c'est à proximité d'une cité, vous savez à peu près qu'il y a une mentalité, en tout cas de développement d'idées plutôt anticoloniales et anti-France. Je trouve que c'est compliqué de donner ça en modèle aux enfants, aux adolescents, qui viendraient dans un collège ou dans un lycée, auquel ils prendraient ça comme modèle. Et si une fois qu'on a sous ce type de difficultés, mettre le profil d'Angela Davis en raison de ses récentes positions sur les lois de laïcité, je pense pose problème. Pourquoi? Parce que Angela Davis critique la France en raison de ses positions américaines. Mais il n'y a pas qu'Angela Davis qui critique la France sur les lois de laïcité. Il y a le New York Times, il y a le Washington Post, et tout l'ensemble du monde anglo-saxon ne comprennent pas nos prises de position sur la laïcité. Et je pense que ensuite ça pose une deuxième question. Est-ce qu'on est obligé à chaque fois, même si on veut mettre un symbole antiraciste et de personnes de couleur, de prendre des personnes américaines? Les personnes ont cité Martin Luther King, Rosa Parks, etc. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des Français pour proposer des modèles aux jeunes Français? Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant même de mettre des noms de sportifs ou des artistes? C'est déjà le cas. Oui, mais pour la grande majorité, c'est déjà le cas. On a peut-être assez de personnel en France, assez de talent, assez de qualité, peut-être pas autant présent, mais au moins dans notre histoire, pour donner un nouveau modèle aux jeunes, pour qu'ils puissent s'identifier à des figures, plutôt que de toujours prendre des exemples anglo-saxons auxquels on n'a pas forcément les mêmes modes de culture. Vous pensez qu'il est inopportun d'appeler un lycée Nelson Mandela, comme c'est le cas, ou un stade Nelson Mandela, comme c'est le cas? Non, mais on peut nommer... Il n'est pas français. Non, mais on peut nommer Kennedy, on peut nommer Roosevelt, on peut nommer Martin Luther King, on peut nommer Mandela. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi promouvoir des figures qui sont plutôt françaises à des jeunes Français? Est-ce que ce n'est pas en lien avec notre programme d'histoire, auquel on a un peu honte de certaines de grandes figures comme Napoléon ou d'autres personnalités? Et je pense que c'est ça le point essentiel. Au-delà de la prise de position sur la loi de laïcité, je pense qu'il y a un point sur promouvoir des figures françaises. Pour Valérie Pécresse, en creux, quelqu'un qui est décédé. Moi, je pense qu'on ne peut pas raisonner de manière anachronique, comme le fait la cancel culture, sur des personnes qui sont décédées et auxquelles on prendrait leur prise de position il y a 500 ans pour les adapter au monde d'aujourd'hui, type Colbert, Voltaire, etc. Oui. Et il est totalement différent d'une personne qui soit vivante, Angela Davis, et qui a pris une prise de position il y a moins de 3 ans. On donne souvent le nom d'établissement à des personnes décédées en général. Oui, mais là, la personne est vivante. Non, mais évidemment, mais en l'occurrence, la majorité, c'est à 95% des personnes décédées. Moi, je distingue. Quand une personne est encore vivante, est en capacité de pouvoir s'exprimer et prendre une prise de position qui est immédiate, elle a analysé sa prise de position immédiate au regard de notre actualité. Mais faire, à la différence qu'on fait une grande partie de la gauche et de la cancel culture, reprendre les prises de position de Napoléon, de Voltaire, etc., au regard de l'époque qui est là, c'est complètement différent. Et moi, je pense qu'autant on peut justifier d'analyser toutes les décisions sur une personne qui est vivante, une personne qui est décédée, et de la raisonner de manière anachronique, c'est complètement absurde. À travers pour le nom d'un lycée. Non, mais ils ont fait une erreur en 2018. C'est risqué de mettre quelqu'un qui est actuellement vivant et est en capacité d'intervenir dans le débat public. C'est une erreur. Ils auraient jamais dû le faire en 2018, c'était beaucoup trop risqué au regard, quand on fait une analyse de l'évolution de la société américaine. La société américaine est en train de se wokiser et adepte des tests de cancel culture. On a eu ça sur le mouvement Black Lives Matter. Donc il y a une grande partie des intellectuels de gauche, notamment, qui viennent plutôt de gauche d'origine, qui vont se tourner sur les combats antiracistes, contre les lois de laïcité, etc. Et donc du coup, on aura un problème sur tout ce panel-là.
Alors que quand vous avez une personne qui est décédée, vous m'avez parlé de Nelson Mandela, vous raisonnez en globalité et non pas en dynamique sur ce que la personne pourrait faire. Mais sur ce que la personne a fait, il y aura des mauvais points et des bons points. Et donc, du coup, vous prenez un jugement d'opportunité sur est-ce que son œuvre globale est supérieure à une ou deux ou trois polémiques éventuelles. Et je pense que c'est la différence. Ensuite, après, sur le débat, de toute façon, on a un débat maintenant quasiment sur tout. On a un débat sur le nom des villes, est-ce qu'il faut féminiser ou pas. Je crois qu'on a des débats sur Pantin, auquel ils ont rajouté un E ou je ne sais plus quoi il y a quelque temps. Et donc, du coup, maintenant, on arrive sur une guerre de symboles, qui est quasiment une guerre civilisationnelle, dans un combat qui est idéologique, auquel on utilise l'histoire, les symboles, les noms, pour en fait essayer d'imposer un récit auprès de la population. Et moi, je pense que ça va être le combat qui a été importé aux États-Unis, auquel on arrive sur une dérive aggravée en France, auquel maintenant on va se battre pour le nom d'un lycée. Mais si on se bat pour le nom de le lycée d'Angela Davis, moi je pense qu'il faut remettre en cause beaucoup de lycées, notamment tous les lycées communistes, Trotsky, Staline, etc., Lénine, auxquels on pourrait mettre beaucoup de points sur leur plus-value historique en termes d'apport. Mais sur la liberté, William T. Il y a un point, c'est historiquement, nous, on n'est pas comme les autres pays. On est le pays qui a fait la Révolution française. Sur les idées des Lumières. Qu'est-ce qu'était l'idée des Lumières? Il disait qu'il fallait fabriquer un citoyen éclairé, éloigné des contraintes dites des religions et de Dieu. Leur but, c'était quasiment de créer une société sécularisée. Et ce qui s'est arrivé en France avec mai 68, et ce que Marcel Gauchet appelle le désenchantement du monde, auquel on a battu les figures du sacré, et notamment de l'Église catholique. Et quand Thomas Carlini dit qu'il y a un retour du fait religieux, c'est vrai pour toutes les religions, sauf une, la religion catholique. En fait, c'est parce qu'en fait, au moment des années 2010, et notamment sur l'explication de la montée en puissance de pourquoi certaines personnes partaient à Daesh, etc., c'est comme vous l'avez rappelé, des personnes en quête de sang se sont réfugiées auprès d'une religion parce qu'ils ne trouvaient pas de remède dans la société, dans les communautés, dans le tissu associatif, dans le monde professionnel, qu'ils ont fait ça. Et donc c'est tout à fait évident qu'une grande partie du mouvement, sans aller partir faire le djihad, se réfugie dans la religion pour retrouver un sens, alors qu'on a un retour du sacré et de l'enchantement du monde finalement. Et moi je pense que ça pose un problème essentiel. C'est-à-dire que traditionnellement, la France a réussi à être pacifiée après les guerres de religion grâce à ses enseignements et le fait qu'on avait une religion dite majoritaire, la religion catholique, qui s'était mise en retrait de l'espace public. Si par cas vous avez des religions qui veulent être dominantes et intégrer l'espace public, notamment la religion musulmane sur certains points, pas le voile en question, mais parfois d'autres revendications beaucoup plus fortes sur le halal, voire le burkini. Et bien à ce moment-là, on retombe sur la période qu'on a connue après la Renaissance, auquel vous pouvez avoir des tensions très fortes entre Français. Et en plus, si ces tensions sont liées à la fois à une question ethnique et d'origine, et en plus à une tension religieuse, ça fait monter notamment un parti politique qui est le Rassemblement national, qui crée une crispation envers le peuple dit d'origine. Et on n'est plus sur un sujet religieux, on est sur un sujet politique. Exactement. Quand on parle notamment du port du voile. Et c'est là où on arrive au point essentiel. C'est pas l'objectif. Et je vais arriver au bout. Et moi, je pense que le point essentiel, c'est est-ce que les gens ont le droit de prendre la confession qu'ils veulent et de croire en qui ils veulent ou ce qu'ils veulent, qu'importe le sujet, dans leur espace privé. Oui, c'est ce que permet la loi de 1905 et ce que permet le fait qu'on ait changé de régime, passé de l'ancien régime à désormais une république. La république et la loi de 1905 permettent ça. Est-ce que pour autant la France est prête à accepter des signes ostentatoires, notamment le fait qu'on puisse porter un signe pour revendiquer sa religion tout haut? C'est contraire, je pense, à l'esprit qui était signe ostentatoire, quel qu'il soit, et de la République, quel qu'il soit, ce soit catholique, bouddhiste, juif ou musulman. Moi, je pense que c'est ça l'origine de la République, quand vous regardez l'esprit des Lumières et l'esprit du texte de 1789. Encore aussi de la part des manifestants. Oui, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on arrive sur des actes qui sont de plus en plus divers. C'est-à-dire que la manifestation qui était traditionnellement tenue par les syndicats est en train de se transformer en multitude de mouvements. Vous avez parlé de mai 68, mais ça peut être aussi Nuit debout, avec des jeunes qui vont se poser à Paris à certains soirs, comme ce qui s'était passé contre la réforme de Manuel Valls et d'Hollande sur la réforme travail. Il y a aussi un peu de gilenisation, c'est-à-dire qu'on prend certains ronds-points, on s'installe dans l'espace public sur des manifestations non déclarées et spontanées. Donc en fait, vous avez un cumul de tout ce type de mouvements qui aboutissent à une chose et qui sont unis par une seule chose, non pas, je pense, la réforme des retraites, mais la contestation personnelle du duo exécutif, en particulier Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Moi, je pense qu'il faudra poser la question à un moment du bilan d'Elisabeth Borne, plutôt que de son maintien uniquement en raison du record de longévité d'Edith Cresson. Parce que Elisabeth Borne, on nous l'avait vendue il y a 1 an en disant que c'était une spécialiste du dialogue social. Elle a tellement doué dans le dialogue social qu'elle a réussi à unir tous les syndicats contre elle. Tous, jamais vu. Ensuite, après, on avait dit, Elisabeth Borne, c'est une spécialiste du dialogue sur des sujets techniques. La réforme des retraites est un sujet technique. Elle est capable de pouvoir parler aux parlementaires, aux LR, au Parti socialiste, etc. Aucun des deux camps n'a réussi à arriver.
Elle avait dit à Emmanuel Macron, il faut repousser la réforme des retraites parce qu'en septembre, le pays n'est pas prêt. Il faut le faire plutôt en janvier. J'aurai la capacité de pouvoir établir un consensus très large. Elle a commencé son projet de réforme à 35-40% de taux d'adhésion. Elle a fini à 20% de taux d'adhésion. Et au final, elle a emmené Emmanuel Macron dans une chute. Emmanuel Macron, dans toutes les enquêtes d'opinion, il est passé en dessous de ma spirale de la loose de 33%. Il est entre 23 et 26%. C'est-à-dire que si elle continue à rester à Matignon, encore un peu, Emmanuel Macron va finir par trouver du pétrole, encore s'il tombe à cette vitesse-là. Donc se pose une question, est-ce qu'elle est encore en capacité de rester à Matignon avec un front syndical uni, un front de population qui est uni? Il y a quand même 50% des Français qui n'ont pas du tout confiance en Elisabeth Borne. Et comment vous pouvez rester Première ministre, donc détentrice de la légitimité dite populaire à travers la confiance de l'Assemblée nationale, alors qu'il y a plus de 50% de la population qui est totalement hostile à votre action? Il y a 25% supplémentaires qui ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire que vous avez 75% de la population qui est contre son action. Et au final, hormis de ses qualités genrées, est-ce qu'elle a encore une raison de rester à Matignon? Moi, c'est la question que je pose et qui doit être ouverte, je pense, à la fois pour l'exécutif et pour la majorité. Parce que quand vous faites un cadeau à une femme comme ça en disant « elle reste uniquement parce qu'elle est une femme », est-ce que vous désacralisez pas le combat pour le féminisme et l'égalité entre les hommes et les femmes? Le message, en tout cas, envoyé par les syndics. Parce qu'il y a une difficulté. Vous parlez de cap du Premier ministre, enfin de la Première ministre en l'occurrence, ou est-ce qu'Elisabeth Borne peut céder ou pas? C'est pas elle qui décide. C'est Emmanuel Macron et Alexis Kohler qui décident du cap à tenir. Et ils ont décidé que pour la stabilité financière de la France, en raison des risques bancaires, des remontées de taux d'intérêt, il valait mieux faire la réforme, quitte à une victoire à la Pyrrhus, plutôt que de céder aux manifestants. Donc Elisabeth Borne va recevoir des gens auxquels elle ne peut faire aucun arbitrage. Elle ne peut faire quasiment aucune concession, parce que de toute façon, sa marge de manœuvre est étroite. Vous l'avez rappelé sur la question politique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas élargir et changer sa donne politique. Il n'y a aucun LR qui viendra la sauver. Il n'y a aucun député du Parti Socialiste ou d'Europe Écologie Vert qui viendra la sauver parce qu'ils sont scotchés à Jean-Luc Mélenchon. Il lui reste la donne technique et financière et donc de faire des compensations budgétaires. Mais si par cas on explique que la réforme des retraites rapporte 12 milliards d'euros, est-ce que vous êtes en capacité de faire des concessions économiques et sociales aux syndicats? Ça va être compliqué. Ensuite, après, il lui reste quasiment aucun levier institutionnel. Moi, je pense que c'est fini pour elle. Elle n'a plus quasiment aucun atout. Elle n'a pas de capital politique. Elle n'est pas capable d'embarquer un seul député LR ou un seul député PS ou Europe Écologie Les Verts. Elle n'a plus de marge financière et elle n'est pas capable de parler à l'opinion publique. Et moi, je pense que c'est la dernière case qui lui manque. Parce qu'en fait, quand vous avez un capital, vous êtes capable, vous incarnez un courant de pensée. On en a parlé du strauss-kahnisme, du sarkozysme, etc. Vous êtes capable d'embarquer un certain nombre d'électeurs ou de populations avec vous. Mais elle dépend uniquement d'Emmanuel Macron. Donc en fait, elle n'apporte aucun électeur en plus, elle n'apporte pas de député en plus, elle n'a pas de stabilité budgétaire ou fiscale à apporter de manière supplémentaire. Moi, je pense qu'elle ne sert quasiment plus à rien. Donc certes, ils le font pour interpeller Elisabeth Borne, mais je pense que c'est plus une manifestation dite symbolique que concrète. On va rester Qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais je pense que c'est utile. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça reste effectivement utile, un moyen de pour tenir les comptes, contrôler ses dépenses, bien sûr. Oui. Je pense que c'est quand même... Alors, après, c'est... Vous y allez peut-être plus par étapes, là c'est brutal, le mois d'août 2023. William T. Ce sont les personnes âgées en fait qui sont impactées puisque en plus, en général, elles n'ont pas toutes une boîte email, elles n'ont pas toutes un téléphone mobile, un smartphone comme l'on dit qui permet de consulter ou de scanner. Imaginez, c'est encore pire. Donc là, le papier, on y tient. C'est comme la lecture des journaux. Hein. Aujourd'hui, on est sur la tablette ou sur le téléphone, mais le papier, ça a quand même du bon aussi, William T. Ça me fait penser à toutes les idées écologistes qui sont très bien en théorie, qui sont très bien à Paris, mais qui ne marchent jamais dans la réalité. Comment a émergé la crise des Gilets jaunes? Sur la question de la fiscalité du carburant. Ouais. Et ensuite, après, le gouvernement a expliqué qu'ils n'ont qu'à changer de voiture et passer à l'électrique. Et au final, on demande de passer à l'électrique alors qu'en même temps, on ferme des centrales nucléaires et que le prix de l'électricité a explosé. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous vivez dans certains quartiers avec un certain mode de vie et que vous êtes habitué à la carte bleue et à un certain type de paiement, dans certaines surfaces, évidemment, ça ne vous dérange pas. Parce que vous pouvez payer maintenant avec votre smartphone. Vous pouvez enregistrer votre comptabilité. Si par cas vous le recevez avec votre mail, une grande partie de la population se dira que c'est plus avantageux pour elle. Mais est-ce qu'une grande partie de la population n'est pas encore mise de côté? Et au final, cette population-là ne se dit pas, c'est toujours nous qui payons les choix décidés d'en haut à un mode de vie qui n'est pas adapté à nous, les gens d'en bas. Les retraités, les gens qui habitent dans les zones rurales, qui préfèrent les commerces de proximité plutôt que les grandes surfaces. Les personnes qui préfèrent tenir leur comptabilité et voir l'évolution. Donc, c'est des personnes qui sont plutôt défavorisées socialement, qui ont des revenus qui sont plus faibles que la moyenne de personnes qui habitent à Paris. Parce que quand vous avez des revenus qui sont faibles, vous regardez le prix de votre kilo de pâtes et ensuite, après, vous voyez quelle marque est plus opportune pour le mois suivant, surtout quand vous êtes à l'euro près ou à 5 € près. Et donc, moi, je pense que ce type de décision prise au nom de l'écologie n'est pas adapté au monde contemporain. Est-ce qu'on peut adapter et dire, à Paris, on interdit le ticket de caisse? Oui, on peut le faire.
Est-ce qu'on peut dire éventuellement, dans certains types de surfaces, on peut le faire, comme l'a proposé Georges Fenech, de manière progressive? Oui. Mais l'imposer de manière unilatérale à toute la population, à tous les territoires, alors qu'on parle de territoire qui est fracturé, qui est communautarisé, qui n'a pas le même mode de vie, on va imposer de Paris une décision prise uniquement pour des délires écologiques, alors qu'aussi par cas je vous fais le bilan de l'écologie, j'en ai pour 3 heures, et on peut véritablement se poser des questions. Et je pense Pensez que c'est pas efficace, ça ne sera pas efficace de supprimer les tickets. Mais moi je pense que c'est pas efficace, mais en tout cas on peut l'adapter pour certaines personnes, que personnes ne sont pas impactées, mais que d'autres en ont besoin, et que je pense que ces personnes qui en ont besoin vont se dire, on prend toujours les mêmes types de décisions, et au final c'est toujours nous qui payons les choix pris. On rappelle que le papier est fabriqué grâce aux arbres notamment, que l'on coupe, donc il y a vraiment un enjeu écologique. Oui, il y a un enjeu écologique, mais dans tous les cas vous allez produire du papier. Moi, j'ai plus de tickets oui, de métro, ou pas. plus de tickets de métro. Bah oui, bien sûr, c'est bientôt fini les tickets de métro de toute manière. C'est le cas. Mais ça c'est bien quand vous vivez dans une grande ville. Bien sûr, oui, il n'y a pas le métro dans les petites campagnes. Je suis d'accord avec vous. Mais vous supprimez les tickets de caisse, qu'ensuite la planète arrêtera d'augmenter le réchauffement climatique, vous allez stopper le dérèglement climatique. Et c'est pour ça que c'est difficile. Quand vous prenez des décisions au nom de l'écologie, il faut créer un consensus et il faut créer des décisions qui sont justes. C'est-à-dire qu'il faut faire payer à la population en fonction de leurs moyens. Et au final, quand vous prenez ce type de décision, c'est toujours les mêmes types de personnes qui paient, qui sont souvent éloignées des centres métropolitains. Les personnes âgées qui sont loin de la technologie notamment, qui seront totalement paumées, c'est une certitude. Et pas forcer les gens à changer de mode de vie comme ça du jour au lendemain. Et moi je pense que... N'oubliez pas l'activité professionnelle, vous savez que très bientôt... Évidemment.